Paul Biya a 91 ans, le plus vieil leader du monde et l'un de ses plus longues présidences depuis 42 ans. Il n'a encore pas déclaré sa candidature pour les élections d'octobre, mais certains leaders religieux ont déjà parlé, en disant qu'une 4e terme serait contre les intérêts du pays. Paul Biya est sous pression, et il le mérite. En mars 2024, 2 des plus grandes coalitions d'opposition camerouniennes ont été soudainement exécutées. Aucun travail, aucune alerte, juste disparu. Ce n'est pas une dictature rouge qui collapse par la nuit. C'est Paul Biya, encore fortement au pouvoir après 4 décennies, qui s'effondre pour calmer les menaces politiques avant les élections de 2025. Mais pourquoi un homme qui a régéré sans défi pendant 40 ans serait-il si effrayé maintenant? Voyez Y. Pourquoi les gens veulent que Paul Biya, qui, ça a commencé avec ses actions intenses, ceux de rester en pouvoir et de retirer toute opposition forte? Un matin ordinaire, en mars 2024, les Camerouniennes se sont réveillées pour trouver que 2 des plus grandes coalitions d'opposition du pays avaient simplement été éliminées de l'existence. Aucun débat télévisé, aucun vote parlementaire, juste un annoncement de gouvernement pour les élections d'octobre. Les Camerouniennes ont été éliminées de l'existence de l'opinion politique de Paul Biya, des alliances de partis. Beaucoup d'une foi fragmentées et ineffectuelles, finalement commencent à s'unir autour d'une cause commune, en éliminant Biya. Leur collaboration a posé une menace, non pas à cause du nombre de votes qu'ils ont contrôlés, mais à cause de ce qu'ils symbolisaient, une opposition fonctionnelle, une alternative coordonnée, un nouveau vocabulaire, post-Biya. Ce symbolisme était intolérable. En bannant ces coalitions, Biya n'a pas simplement démantelé l'infrastructure organisationnelle, il les a forcés de retour en isolation politique. Sans reconnaissance légale, ils ne peuvent pas présenter des réunions publiques, ne peuvent pas fonder, ne peuvent pas campagner et ne peuvent pas accéder aux médias nationaux. En bref, ils sont devenus invisibles. Mais le mouvement n'était plus qu'une manipulation domestique, c'était un signal aux observateurs internationaux. Ne vous inquiétez pas de l'attente des élections faire, nous avons déjà décidé le résultat. Et le timing n'était pas une coïncidence. En mars, les groupes d'opposition avaient déjà commencé à stratégiser les campagnes de mobilisation des électeurs. Les dirigeants de la jeunesse organisaient des marchés d'enregistrement. Certaines coalitions avaient même annoncé des plans pour un ticket présidentiel de l'Union. Mais tout cela a disparu avec un coup de pinceau. C'était un résumé qui n'était pas conçu pour retourner la Cameroun à l'ordre, mais pour le refroidir en peur. En tout cas, si Biya pensait que l'opposition érasée sur papier allait le dissoudre sur le sol, il a sous-estimé une chose. L'espoir a une façon de se réorganiser. Et quelque chose d'inattendu a commencé à se passer. Les groupes d'opposition n'ont pas collapsé en silence. Au lieu, ils se sont scattés, en regroupant dans des maisons privées, des chats en enregistrement et des réseaux informels. Ils se sont déplacés en ligne, sous le sol. Et ironiquement, la même groupe qui était censé les paralyser leur a donné une nouvelle identité, l'alternative Prohibit. Parmi la population plus jeune, cette marque portait du poids. Elle a transformé l'injustice bureaucratique en un badge d'authenticité. Si l'État avait dû la bannir, peut-être que c'était réel, peut-être que c'était puissant. Et c'est là que la stratégie de Biya commence à tomber. Son contrôle a toujours relié à une illusion délicate, que la résistance est futile et que les alternatives sont impossibles. Mais quand on bannit quelque chose, on ne l'enlève pas simplement. On fait que les gens se demandent ce qu'on a peur. Et quand l'espoir change de côté, la puissance commence à changer. Encore une fois, l'opposition politique n'est pas le seul problème de Biya. Même si les coalitions bannées se regroupent dans les ombres, il y a une autre force plus volatile qui ne peut pas être gérée avec des bans légales ou des prises de presse. Une force avec des armes, avec de l'angoisse et avec rien à perdre. Donc si les coalitions politiques étaient la première étape dans le plan de suppression de Biya, que se passe-t-il quand la menace n'est pas des politiciens mais des séparatistes avec des armes? Voici un rappel. S'il vous plaît, likez et partagez la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Allons-y maintenant. Une fois que le régime a démantelé les frameworks organisationnels des coalitions d'opposition, il n'a pas cessé de célébrer. Il a pivoté immédiatement vers ce qu'il a vu comme la prochaine menace, les individus qui refusent de disparaître. C'est ce qu'il s'est passé. Après tout, le ban du parti ne silencie pas les gens. Donc la stratégie de Paul Biya a évolué. Si la structure ne peut pas être détruite publiquement, alors les phases de la résistance doivent être discréditées privatement, punies institutionnellement et isolées émotionnellement. Et donc, la lumière a changé pour les personnes les plus reconnaissables de l'opposition à Cameroun, ce qui ne pouvait pas être épargné de l'imagination publique de l'opposition. Le post sur les réseaux sociaux appelant à sa libération est devenu une forme de désobéissance civile numérique.
Le régime le savait et a répondu avec une tactique encore plus sinistre que l'emprisonnement, l'invisibilité psychologique. Ils n'ont pas mis Kanto à trial immédiatement. Ils l'ont gardé en détention pré-trial pour des semaines, puis des mois. Ils n'ont pas donné de nouvelles quotidiennes. Ils ont gardé les détails mûrs. Cette tactique, souvent appelée les rasures douces, est utilisée par des régimes qui comprennent comment tuer l'énergie, pas avec la violence, mais avec l'incertitude. Si tu ne peux pas inspirer la peur à travers le sang, tu inspires la fatigue à travers le silence. Pour B.A.S. Inner Circle, cette stratégie avait un précédent. À travers l'Afrique et au-delà, les dirigeants autoritaires ont découvert la puissance de l'incarcération invisible. Pas de photos, pas de vidéos, juste des rumeurs. Pas par des armes ou des protestations, mais par le calendrier. Parce que si les élections sont le prochain point de flash et que la confiance est déjà partie, qu'est-ce qui se passe quand le vote devient juste une autre illusion? Où la plupart des gouvernements ont peur de l'horloge de l'élection, Biya a appris à garder le temps en garde. Les élections parlementaires et municipales ont été postponées. Les conseils locaux ont été étendus. Les dates ont été réécrites. Dans la version de la démocratie de Biya, le calendrier n'est pas une règle. C'est une suggestion flexible. Depuis 2020, le régime de Biya a trouvé de plus en plus d'excuses créatives pour dépasser les élections prévues. La plus populaire, les contraintes financières. C'est un masterstroke de l'ironie politique. Comment une des présidents les plus longues du monde dans une nation riche en ressources peut soudainement se trouver incapable de financer la démocratie? Mais l'appel marche parce que c'est juste assez vague pour sembler légitime et juste assez étroit pour éviter l'accompagnement. Mais la vraie stratégie est beaucoup plus calculée. La postponer des élections à Cameroun n'est pas seulement une question de logistique. C'est une question de contrôle sur la température politique. Chaque fois que les tensions augmentent, les élections sont repoussées, donnant au régime de l'espace pour calmer l'horreur publique, arrêter les adversaires vocaux, renouer les bureaucrates ou passer des lois qui poussent les prochaines compétitions encore plus en leur faveur. Ce n'est pas un délai, c'est une recalibration. Et cette stratégie fonctionne le mieux quand les gens sont fatigués. Quand l'opposition passe des mois à se préparer pour un vote, à investir dans la logistique, la message et la construction de la coalition, seulement pour avoir la date à la dernière minute, cela crée de la fatigue. Les soutenants perdent de l'énergie, le financement s'écoule, les volontaires s'effondrent et le public, déjà désillusionné, s'effondre et s'en va. Le résultat le plus dangereux n'est pas la rage, c'est l'apathie. Et c'est exactement ce que Biya a besoin pour survivre. Mais le régime ne manipule pas seulement le temps, il manipule aussi le sens. En transformant les élections en rituels solides, le gouvernement peut prétendre la légitimité sur papier sans risquer de vraies contestations. Le système est conçu pour fonctionner comme un théâtre bien élevé. La scène est mise, les candidats apparaissent, les votes sont comptés, mais l'outil a été écrit longtemps avant que les ballots arrivent. Cette manipulation a créé une forme dangereuse d'une rébellion silencieuse entre les jeunes Camerouniens. Au lieu de se confier au processus, ils construisent leur propre. Les groupes de la société civile, les unions d'étudiants et les activistes numériques ont changé d'appuyer les candidats à la défense du vote lui-même. Ils ne promènent pas les manifestos, mais les mécanismes de sécurité. Les mots d'enregistrement sont devenus des outils de protestation. Les slogans ont changé de « Vote pour un changement » à « Protégez votre avenir ». Les ballots, détruits de la crédibilité du régime, sont réimaginés par les gens comme une déclaration de défiance. Un moyen de dire qu'on est toujours là, dans un système conçu pour les éviter. Ce soutien à l'enregistrement n'est pas sans risque. Dans certaines zones, notamment celles avec un soutien de l'opposition forte, les bureaux d'enregistrement ont vécu des problèmes techniques susceptiblement proches des dates. Les idées sont perdues. Les machines biométriques s'éloignent. Les nouveaux votants trouvent leurs noms absents des rôles officiels. Ce n'est pas la suppression des votants avec des armes. C'est la suppression des votants avec des dégâts. Mais les gens continuent. Parce que même l'illusion de participation est mieux que le renouvelage. Et cette résilience a poussé le régime vers un coin. Si l'enregistrement des votants s'éloigne et que les candidats d'opposition récupèrent de nouveau de la force, malgré les banques et les arrêts, que va-t-il faire Biya d'après? Cette question empêche le horizon de l'année 2025. Parce qu'à ce moment-là, le cancellement ou le ralentissement de l'élection présidentielle n'est pas une hypothèse. C'est expecté. L'unique incertitude est la méthode. Sera-t-elle postponée à nouveau sous le visage de la sécurité nationale? Sera-t-il que les cours déqualifient les figures d'opposition clés? Sera-t-il que les bords électoraux dépassent les résistances urbaines? Ou sera-t-il que le régime déclare lui-même le gagnant à l'aide de narratifs de médias contrôlés et d'une décision constitutionnelle prédictable? Biya comprend clairement une chose. Le pays ne peut pas exploser lorsque l'élection est déroulée, mais elle frappe doucement,
Permanemment, les jeunes perdent la foi dans le système. La diaspora étend son soutien pour les groupes d'opposition exilés. Les mouvements séparistes gagnent des recrues. Et le plus dangereusement, chaque jour, les Camerounais apprennent à découpler l'élection de l'intérêt. Ce n'est pas seulement un risque politique, c'est un risque existentiel. Car une fois que les gens arrêtent de croire que l'élection compte, quelles alternatives restent? Ce qui nous amène à la dernière ligne, la scrutinisation internationale. Car, même si BIA peut contrôler les frontières de son régime, il ne peut pas contrôler les histoires qui s'écroulent au-delà d'eux. Et en 2025, les yeux du monde entier commencent à noter que la Cameroun ne se prépare pas pour une élection, elle se prépare pour une récompense. En l'approche de l'élection de 2025, sous une nuage de délais, d'arrestations et de conflits armés, les gouvernements étrangers et les institutions internationales restent largement politiques, distantes et diplomatiquement vagues. L'Union africaine, l'Union européenne et même les Nations unies évoquent des commentaires concernant la concernance, le dialogue et la stabilité régionale. Mais la vérité n'est pas suffisante. Ils s'attendent à voir à quel point BIA s'en va avant de décider s'ils s'en prennent soin. Pourquoi? Parce que la Cameroun n'est pas convenable. Ce n'est pas un pouvoir économique régional. Ce n'est pas stratégiquement pivotant comme la Nigerie. Ce n'est pas en plein air avec des réserves d'huile comme l'Angola. Ce n'est pas un amour immédiat comme l'Afrique du Sud. Au contraire, il se situe étranglement entre crises, exportant plus de silence que de récits. Pour la plupart des capitaux occidentaux, c'est une note de côté de la politique étrangère, un endroit à surveiller, pas à confronter. Mais l'ignorance volontaire n'est pas une neutralité. C'est une complicité dans le collapse à lenteur. Les organisations de droits humains le savent. Les rapports de Human Rights Watch, Amnesty International et d'autres ont documenté tout. La torture dans les régions anglophones, les arrêts massifs de protestants pacifistes, la banque sur les organisations civiles et l'interférence de l'État dans les processus électoraux. Ce ne sont pas des rumeurs, ce sont des dossiers. Mais aucune sanction n'a été suivie. Aucune pénalité diplomatique. Aucune conséquence réelle. Parce que Paul Biya a appris à jouer le jeu. Il offre suffisamment de dénonciabilité plausible, suffisamment de performance de la démocratie, suffisamment de coopération contre l'insurgénie pour maintenir la pression internationale à l'échelle. Il attend les sommets. Il parle de réforme. Est-il malade? A-t-il été torturé? A-t-il flippé? L'incertitude devient plus puissante que la clarté. Elle fragmente le soutien, elle produit la paranoïa et, le plus important, elle achète du temps. Mais le temps, dans ce cas, n'a pas curé la peur du régime. Il l'a nourrie. Parce que quand Conte a été éventuellement libéré sans conviction, il est sorti non pas comme un homme député, mais comme un symbole, une figure transformée. Dans l'œil public, il a vécu le pire que le régime pouvait lui donner, et il est revenu avec ses mains sèches et une conviction inondée. La cellule est devenue son pupitre. Les charges sont devenues la preuve de la désespérance du régime. Et ici se trouve l'ironie. En essayant d'éviter son influence, le régime de Biya a transformé le en mythe. Et les mythes, à l'inconnu des politiciens, ne s'éloignent pas de la boîte à vote. Mais la histoire de Conte est juste l'une des plus nombreuses. Les figures de l'opposition moins visibles, les activistes locaux, les avocats, les organisateurs d'études se confrontent à la version du même puniment. Les banques de voyage, les comptes froids, les disparus mystérieux, les campagnes de blackmail. Le but n'était jamais seulement de punir. C'était une totale isolation sociale. Faire de la résistance si coûteuse, si légère, si psychologiquement entraînante, que même la pensée critique devient un risque personnel. Et tous les arrêts ont ajouté de l'énergie à une tempête silencieuse. Les communautés ont commencé à organiser des fonds d'arrêt sous le radar. Les avocats de la diaspora sont arrivés pour défendre les détenus politiques. Les bulletins de la télé ont commencé à circuler de ville en ville, exposant les abus de courtoisie et les misconduites de la police. Chaque coup a planté une autre semelle de résistance, ce qui nous amène à la prochaine chapitre de cette dévastation. Parce que, alors que Biya a lutté pour contrôler le discours politique et a arrêté ses messagers, il a oublié une chose. Pas toutes les batailles se battent dans la capitale. Loin de Yaoundé, un autre feu était déjà en feu. Un feu dans les régions anglophones, un feu qui ne pouvait ni bannir ni enfermer en silence. Ici, les gens ne demandaient plus de changement, ils demandaient la séparation. Cela n'a pas eu lieu par la nuit. Tout a commencé par des grievances réelles, longues et profondément personnelles. Depuis des décennies, les Camerouniens anglophones ont évoqué des frustrations sur la marginalisation. Ils ont vécu dans un pays avec 2 langues officielles, mais ont trouvé leur cours, les écoles et le gouvernement de plus en plus dominés par les Français.
Les enseignants anglophones ont été réassignés par les bureaucrates francophones. Les enseignants anglophones ont été forcés à appliquer les codes civils français. Les cas de court terme ne pouvaient pas être défendus correctement. Les écoles ne pouvaient pas être apprises correctement. Quand les enseignants anglophones et les enseignants ont protesté pacifiquement ces injustices en 2016, ils n'ont pas demandé la séparation. Ils ont demandé la paix. Ils ont porté des signes, pas des armes. Mais ce qu'ils ont reçu en retour, c'était des tirs, des arrêts et une réponse militaire rapide du régime de Bié. Le message de Hyundai était calme. L'égalité était négociable, mais l'obéissance n'était pas. Cette réponse a radicalisé une génération. Quand les avenues pacifiques ont collapsé, l'envie s'est calcifiée en résistance. Ce qui a commencé comme une désobéissance civile s'est bientôt transformé en une insurgente armée. Des jeunes hommes ont disparu dans les arbres et ont émergé en tant que combattants sous la bannière d'Ambazonia, un État indépendant déclaré pour l'anglophone Cameroun. Ils n'étaient pas opérés par le Parlement. Ils étaient opérés par des camps de montagne et des outposts de forêt. Leur lutte n'était plus à propos des ballots, c'était à propos des frontières. Tout d'un coup, Bié n'était pas seulement face à des activistes, il était face à des militaires. Et sa réponse, brutale et indépendante. Des convoyeurs militaires ont été déployés dans des villages. Des communautés entières ont été accusées d'habiter des séparatistes. Des maisons ont été élevées. Des civils ont été attirés dans la croix. Des groupes de droits humains ont documenté l'utilisation de la torture, les tuements extrajudiciaires et même le brûlage des citoyens âgés dans leurs maisons. Ce qui a commencé comme un conflit de langue a maintenant devenu l'une des crises humanitaires les plus apportées au monde. Mais cette guerre avait un autre lieu de bataille, l'Internet. En 2017, lorsque l'insurgente a gagné de l'attention, le régime Bié a pris un pas sans précédent. Il a fermé l'accès à l'Internet à travers les régions anglophones. Depuis des mois, les villes comme Buea et Bamenda ont été digitalement silencées. Pas d'email, pas de médias sociaux, pas de nouvelles. C'était un bataillon d'informations destiné à détruire le momentum. Mais ça a aussi révélé quelque chose de plus profond, la peur. Le régime n'était pas seulement affaibli d'armes, il était affaibli d'histoire, parce que la lutte anglophone avait commencé à échoer à travers les frontières. Les activistes de la diaspora, de l'Allemagne jusqu'aux États-Unis, ont commencé à documenter les atrocités, à élever les fonds et à empêcher les organisations internationales d'intervenir. Le régime ne pouvait pas les emprisonner tous. Il ne pouvait pas bannir leur site web. Donc il a fait la meilleure chose possible. Il a fait en sorte que le monde n'entende jamais leur voix à l'intérieur du pays. Mais même la silence ne pouvait pas arrêter l'escalade. Les combattants séparistes ont commencé à renforcer leur gouvernance. Ils ont imposé les lockdowns. Ils ont banni les écoles gouvernementales. Ils ont évoqué leur carte d'idées. L'État dans un État n'était plus une théorie, c'était une réalité. Le gouvernement de Biya a répondu avec plus de soldats, plus de points de contrôle et plus d'arrestations. Mais le cycle avait déjà été fermé. La brutalité a créé la rébellion et la rébellion a justifié plus de brutalité. Et ici se trouve la contradiction au cœur de la règle de Biya. Au nom de l'unité, il a frappé le pays. Dans son refus de reconnaître les agressions anglophones, il a créé la même rébellion qu'il avait peur. Ce qui a commencé comme une demande d'inclusion s'est évolué en une bataille pour l'indépendance. Et à la fois où le régime a commencé à parler de dialogue, c'était trop tard. Le dialogue avait déjà été remplacé par des détonations. Cette guerre n'est pas confinée à la bataille. Elle casse une ombre sur l'idée de la démocratie en Cameroun. Comment les élections nationales peuvent être considérées légitimes quand toutes les régions sont fermées en conflit armé? Comment vous campagnez où les candidats ne peuvent pas marcher dans les rues? Comment vous votez quand les gens ne croient même pas qu'ils appartiennent au pays sur les ballots? Ces questions ne sont plus théoriques, elles sont immédiates. Parce que les élections de 2025 approchent et le régime prétend qu'il peut conduire une élection nationale pendant que la guerre civile brûle dans ces provinces occidentales. Mais les dégâts s'élargissent. Et maintenant, Biya face une menace encore plus dangereuse. Il maintient une façade de légitimité. Et en retour, le monde prétend qu'il ne gère pas un État d'un seul homme avec un cercle de défenseurs qui s'éloigne. Les conséquences de ce silence externe sont profondément internes. En l'absence d'hébergement international, la société civile camerounienne est forcée à porter le poids de la résistance seule. Des médias internes rapportent des abus à grand risque pour les avocats de droits humains confrontés à la surveillance et les menaces. Ce sont les gens qui gardent la ligne pendant que la communauté mondiale se recule. Les groupes diasporales se réunissent sans réponse. À travers la France, la Belgique,
le Canada et les États-Unis, les exilés camerouniens forment des frontières politiques, financent des campagnes d'enregistrement des votants, amplifient les nouvelles censurées et pressionnent les gouvernements étrangers pour arrêter de traiter Biya comme un partenaire reliable. Mais c'est une bataille d'ascenseur. Le lobbying n'est pas chèque. L'exil n'arrive pas avec un micro. En même temps, la presse internationale, si rapide à disséquer le turmoil dans d'autres parties de l'Afrique, reste curieusement restreinte sur le Cameroun. Les rapports sont occasionnels, souvent fausses et rarement investigés. Le monde sait plus sur les mouvements d'opposition en Iran et en Venezuela que sur un pays où les protestations pacifiques peuvent te faire des années à la prison et les élections peuvent être réarrangées comme les appels aux dentistes. Cette visibilité sélective n'est pas une accidente. La crise du Cameroun manque des visuels spectaculaires qui parfois provoquent de l'horreur occidentale. Il n'y a pas d'image iconique comme une statue tombée ou une ambassade brûlante. La répression ici est silencieuse, polie avec le légalisme, cachée dans la bureaucratie et masquée avec la diplomatie publique. Ce n'est pas cinématique, c'est administratif. Et c'est ce qui le rend si dangereux, parce que ça donne l'illusion que tout est sous contrôle, jusqu'à ce que ce ne soit pas le cas. Mais des bruits se forment. Dans les mois récents, des rumeurs dans les blocs régionaux comme l'ECOWAS et l'Union africaine suggèrent un désaxe avec la règle de Biaz. Pas nécessairement à cause d'un principe, mais parce que l'instabilité est contagieuse. Une élection frauduleuse au Cameroun pourrait exploser à l'ouest et en Centrafrique, ébellissant d'autres régimes autoritaires, détraînant les réformistes et frappant déjà des coalitions fragiles. La question est si ces institutions sont prêtes à risquer leur réputation pour dessiner une ligne, ou s'ils dépasseront de nouveau les statements sur le dialogue. Les Camerouniens n'attendent pas. De la ville à la bouche, en prison et sur les téléphones, ils poussent en avant, en enregistrant, en organisant, en documentant, en votant. Pas parce qu'ils croient que le processus est juste, mais parce qu'ils refusent d'être éliminés. Même en l'absence de solidarité mondiale, leur résistance persiste. Mais ne faites pas de erreur, la silence internationale est une forme de stratégie. Et chaque jour qui passe sans pression donne au régime du temps de recalibrer son contrôle. Alors, le monde va-t-il agir avant que l'élection ne devienne une autre charade autocratique? Dites-nous en commentaire, ou apprendrons-nous encore une fois, trop tard, qu'ignorer les signes de collapse est la politique la plus dangereuse de tous. Vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci? Si c'est le cas, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur l'icône de la cloche en dessous. Nous avons décidé de faire des vidéos sur quelque chose que personne ne parle, la culture noire, la civilisation, l'histoire et l'évidence de l'égalité des Noirs. Merci d'avoir regardé. Et jusqu'à la prochaine vidéo, restez connectés.